Bon matin. Alors, comme vous voyez, c'est une attaque directe, une attaque frontale contre la démocratie qu'auront été les 5 dernières années du gouvernement Harper. Le syndicat canadien de la fonction publique l'a clairement illustré par une caricature où on peut voir et qui nous permet à nous de dire que 5 ans au pouvoir de Stephen Harper, on peut faire un lamentable constat et la plupart des questions qui sont sur cette caricature, nous allons les aborder ensemble. Donc, quand on dit un lamentable constat, il faudrait quand même regarder que nonobstant son engagement pour des élections à date fixe, M. Harper a, à 2 reprises, prorogé la Chambre des communes. Il faudra voir ce matin à 11h15 ce qu'il aura à nous dire à ce sujet, parce qu'il doit prendre la parole suite aux décisions des 3 partis d'opposition d'hier de ne pas supporter le budget Flaherty. Ce qu'on peut observer de ce gouvernement-là, dans les grandes lignes, c'est un contrôle, mais un contrôle très étroit des comités parlementaires, que ce soit sur la défense, que ce soit sur la question autochtone, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur les affaires internationales, un contrôle très important des comités parlementaires et des ministères et des institutions chargées de surveiller le gouvernement. Et c'est quand même important là, parce que ce qu'on voit, c'est que finalement, ce gouvernement-là, en contrôlant les ministères, en contrôlant ces institutions-là, que ce soit la vérificatrice générale, la direction générale des élections, arrive aussi à museler ses propres ministres qui n'ont pas la marge de manœuvre pour s'exprimer en public, parce que toute communication, quel que soit le ministre et quel que soit le haut fonctionnaire, doit être au préalable autorisé par le conseil privé, c'est-à-dire le conseil exécutif qui entoure le premier ministre. Donc, on voit un contrôle très important. Une manipulation du Sénat. Son rêve, quand il a été élu, il disait « Moi, je veux faire une réforme du Sénat ». Vous vous souvenez, je vous en ai parlé à quelques reprises. Cette fois-ci, n'étant pas capable d'imposer sa réforme du Sénat, il a profité de ces années de règne pour modifier la composition du Sénat chaque fois qu'il y avait des départs, en nommant des conservateurs au Sénat, et ce qui lui permet maintenant d'avoir la majorité. Ce n'est pas sans conséquence, parce que de cette façon-là, ayant la majorité au Sénat, il peut bloquer des projets de loi qui viennent de l'opposition et qui auraient eu pour effet d'éviter certaines des mesures que le gouvernement Harper met de l'avant. Donc, on muselle là aussi le Sénat, on l'inféode, si vous voulez, on l'inféode au conseil privé. Le refus de l'expertise scientifique, que ce soit sur les changements climatiques, que ce soit sur le recensement, le refus de considérer, pour des raisons idéologiques très souvent, des raisons religieuses, voire même, de considérer l'expertise des scientifiques. Et encore là, les scientifiques, dorénavant, ne sont plus autorisés à donner des entrevues, sauf si cela a été préalablement autorisé par le ministre en titre et par le conseil privé. Donc, même les professionnels du gouvernement, parce que quand on parle des scientifiques, on ne parle pas d'élus, on parle des professionnels du gouvernement, même ceux-là, maintenant, ne peuvent plus s'exprimer, faire partager leur expertise scientifique et leurs analyses. Et évidemment, nomination, renouvellement constante de nominations partisanes, qu'on le voit que ce soit au CRTC, chargé notamment de surveiller les grands médias de l'information sur lesquels parlait tout à l'heure M. Parent, le conseil d'administration de Radio-Canada. Il a réussi à y mettre des nominations partisanes. Il faudra voir ce que ça donnera sur les contenus et sur la manière dont pourra travailler Radio-Canada, ou tout simplement de ne pas renouveler le mandat de certaines personnes sous prétexte, pas juste sous prétexte, parce qu'elles ont eu des différends majeurs avec le gouvernement. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est d'avoir porté atteinte, elle n'est pas là, mais dans le texte, vous l'avez, d'avoir porté atteinte importante aux privilèges du Parlement en refusant de sanctionner la ministre Bev Oda, ou encore qui a induit délibérément la Chambre des communes en erreur au sujet de la subvention de l'ACDI. Le refus de dire le coût des réductions d'impôts accordées aux sociétés.
Et c'est pour ça qu'il y a et le refus même de dire combien coûteraient tous ces projets de loi en matière de criminalité s'il les chiffrait. Il y a fallu une décision du président de la Chambre des communes pour le forcer à déposer les papiers. Et encore là, c'est pas suffisant parce qu'il y a encore bien des endroits où c'est caviardé, c'est-à-dire censuré, ce qui font que ce gouvernement-là, pour la première fois depuis, je pense que c'est la première fois dans l'histoire, le gouvernement a fait un outrage au Parlement, ce qui est grave dans nos institutions parlementaires. Au niveau des droits humains aussi, c'est un bilan désastreux. Il ne faut pas oublier que si le Canada avait été un des promoteurs de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, a été l'avant-dernier à le signer. Et encore une fois, du bout des doigts, je vous l'avais expliqué, a refusé d'adopter la résolution des Nations unies reconnaissant l'accès à l'eau comme un droit fondamental, alors qu'on sait que dans plusieurs pays, l'accès à cette ressource-là, elle est très difficile à obtenir. Donc, c'est un droit, le droit à l'eau, mais c'est aussi un enjeu économique. Refus de ratifier 2 conventions de l'Organisation internationale du travail. L'une de ces conventions, elle porte sur l'interdiction du travail des enfants. Et le gouvernement du Canada ne veut pas signer cette convention. Et l'autre, bien là, vous allez comprendre, porte sur la garantie du droit d'association et de négociation collective. Il ne veut pas non plus signer cette convention-là. Et que dire du fait que le gouvernement Harper méprise l'accord de Kyoto, encore une fois, alors que le Canada a été porteur de cette convention internationale, il renie la signature du Canada. Alors, ce qu'on peut dire, donc, un respect pour les droits humains à géométrie variable, parce que quand il prétexte, je vous le rappelle encore, c'est pas M. Harper et son ministre avaient clairement déclaré que nos sables bitumineux étaient éthiques parce qu'ils étaient exploités par un gouvernement démocratique. La démocratie est à géométrie variable pour ce gouvernement-là, alors qu'on sait très bien qu'il n'a jamais voulu rapatrié Omar Khadr, notamment, et qu'il a refusé de dévoiler comment s'était fait tout le transfert des détenus afghans dans les prisons, qui avaient été arrêtés par les militaires dans les prisons afghanes. Donc, la caricature en dit long. Donc, quand on parle donc d'une politique d'immigration discriminatoire, il y a des gens maintenant, notamment les gays et lesbiennes, qui ont des obstacles à l'immigration au Québec, au Canada. Il y a des pays qui ont été ciblés, le Mexique, les Roms, les Tchèques, donc des pays qui ont été ciblés comme étant maintenant détenteurs de visas sous prétexte de contrer l'immigration illégale. Une politique notamment où il aurait tout fait s'il avait pu pour pouvoir retourner les Tamouls qui sont arrivés en bateau et les retourner dans leur pays. Et la question actuellement, il n'y a, si je ne m'abuse, que 2 ou 3 cas qui ont été traités. Le navire était plein. Violation donc des droits d'Omar Khadr, je vous l'ai dit. Violation des droits en Palestine. Il en sera question lors de ce Conseil général, mais c'est quand même extrêmement important de ne jamais vouloir affirmer clairement que nous sommes dans une situation d'abus de pouvoir et de violation systématique des droits du peuple palestinien avec des bombardements qui sont tout à fait illégaux. Signature de libre-échange avec un pays que nous avons nous-mêmes dénoncé plusieurs fois comme central, la Colombie, parce que c'est peut-être un des pays, pas juste peut-être, c'est un des pays où il y a le taux le plus élevé d'assassinats de syndicalistes. L'année dernière, on était rendu à 2700 syndicalistes assassinés dans ce pays-là. Mais on signe un accord de traité de libre-échange. Un gouvernement aussi qui a une position radicale à peine voilée sur certains enjeux, parce qu'il est obsédé par la loi et l'ordre. En faveur de la peine de mort, il l'a déclaré. Et la manière dont il l'exprime aussi, c'est que lorsqu'une personne est arrêtée et condamnée à la peine de mort dans un tiers pays, mais qui est considéré comme étant démocratique, c'est une notion pour lui qui est vraiment élastique, à ce moment-là, le gouvernement canadien n'a plus d'obligation de rapatrier cette personne-là pour lui permettre d'échapper à la peine de mort. Donc, il ne restaure pas la peine de mort au Québec, au Canada, mais il ne fait rien pour combattre la peine de mort et faire que les ressortissants canadiens qui ont commis des crimes, mais soient emprisonnés à vie ou
une peine qui soit conforme au crime qu'ils ont commis, mais qu'ils ne soient pas soumis à la peine de mort. Alors, le durcissement du Code criminel, j'ai arrêté à un moment donné le décompte du projet de loi qui a été déposé sur la colline parlementaire donc d'Ottawa et qui visait à, chaque fois qu'il y avait un incident, visait donc à déposer un projet de loi pour criminaliser encore plus et durcir encore plus le code criminel. Et, contrairement aux orientations que nous avons prises comme société québécoise, de privilégier la réhabilitation des jeunes, la prévention, bien, là, actuellement, il y a deux projets de loi qui visent à criminaliser les jeunes contrevenants. Donc, ça va aussi à l'encontre de ce que nous avons mis de l'avant. Oups, là, bon, OK. Droit à l'information et liberté d'expression compromis. Je vous en ai parlé plus tôt, mais c'est vraiment une obsession, le droit à l'information, pour le gouvernement Harper. Le gouvernement Harper limite les rencontres avec les journalistes. Et non seulement limite les rencontres, les questions que les journalistes doivent lui poser, que les journalistes vont lui poser, doivent avoir été déposées à l'avance. Il ne veut pas de surprise. Et les journalistes sont clairement identifiés. Il y en a qui n'ont jamais le droit de poser de questions à M. Harper, il s'entend. Les restrictions d'accès aux documents gouvernementaux, qui est de plus en plus difficile, et quand ils sont disponibles, bien, ils sont le plus souvent, l'expression qui est utilisée souvent par les journalistes, c'est caviardé, ça veut dire censuré. Et c'est pas surprenant que dans un tel contexte, selon une étude britannique sur l'accès à l'information, dans 5 démocraties parlementaires, dont le Canada, bien, on est en queue de peloton. C'est celui qui respecte le moins sa loi d'accès à l'information. Museler les fonctionnaires, je l'ai dit, notamment les scientifiques. Dénigrer des hauts fonctionnaires qui s'opposent aux décisions gouvernementales et penser à toute la campagne de salissage qui a entouré l'ancien diplomate Richard Colvin, lorsqu'il a dénoncé le sort qui était fait aux prisonniers afghans. Toute la campagne, il a fallu que d'ex-diplomates se lèvent debout et disent « Attention, là, on ne traite pas comme ça des anciens ambassadeurs et des diplomates. C'est pas comme... » il affirme, et il a envoyé des notes en disant que le discours gouvernemental à l'égard des prisonniers afghans n'est pas la vérité. Il faut que les Canadiens sachent la vérité. Et évidemment, n'oublions pas le fait qu'il a saboté le recensement canadien avec les conséquences que l'on sait. Maintenant, c'est un recensement obligatoire qui peut avoir un effet majeur sur la capacité non seulement du gouvernement fédéral, mais aussi des gouvernements provinciaux, des municipalités, des centres de services sociaux et même des commissions scolaires de pouvoir développer des politiques à l'égard de populations vulnérables, parce que si on n'est pas capable de compter sur les statistiques, sur quoi on va compter? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour dire nous sommes dans une région défavorisée. En conséquence, il devrait y avoir tel type de programme ou tel type d'allocation de ressources. Ce recensement ne sera plus donc fiable. C'est un gouvernement qui est extrêmement susceptible et qui, par ses actions, a mis fin à l'indépendance ou veut mettre fin à l'indépendance de plusieurs organisations non gouvernementales, canadiennes ou étrangères, qui critiquent ces politiques et qui condamnent les positions du gouvernement d'Israël ou défendent les droits des Palestiniens. Il faut faire attention, ce sont des organismes qui vont être contre des positions prises par un gouvernement. Pas par le peuple israélien, mais par le gouvernement, notamment d'accélérer le développement des colonisations sur les territoires de la Cisjordanie et donc privant ainsi les Palestiniens du peu de terre qu'ils ont. Ça aussi, on va en entendre parler. Mais tous les organismes qui, au cours de leur carrière, entre guillemets, là, parce que ce n'est pas une carrière, mais au cours de leur mandat, ont émis des commentaires ou ont développé des liens avec des organismes qui travaillent auprès des Palestiniens, que ce soit en promotion de la démocratie, que ce soit pour l'éducation des filles, que ce soit pour la santé. Tous ces organismes-là ont vu leur subvention coupée ou amputée ou
à ce moment-là, on aura dénigré dans le cas de droit compression, match international en est un pour les compressions, et droit et démocratie, bien, ça aura entraîné le fait que son directeur se sera suicidé à cause des fausses accusations et la prise de contrôle. Non, il est mort d'une crise cardiaque, je m'excuse. Mais c'est pas un suicide, tu as raison. Mort d'une crise cardiaque, mais c'est parce que la pression était très forte aussi, là. Mort d'une crise cardiaque, mais qui aura aussi, je m'excuse, mais qui aura aussi entraîné une recomposition du conseil d'administration, alors que tous les groupes, alors que Droit et démocratie appuyait des organismes qui travaillent auprès des populations palestiniennes, bien, toutes ces subventions-là et tous ces projets-là ne sont plus. La coopération internationale menacée, ça fait pendant plus de 30 ans, l'ACDI, grâce à ses mécanismes de financement, a joué un rôle catalyseur dans plusieurs pays. Actuellement, le gouvernement Harper ne cesse de réduire le financement de l'aide au développement international, alors que nous nous sommes engagés lors du sommet du millénaire à donner 0,7 de notre produit national brut. Ce n'est pas une grosse somme, mais à l'aide à l'aide au développement international, à la coopération, nous donnons à peine 0,3 %. Ce n'est pas beaucoup. Et maintenant, non seulement ce n'est pas beaucoup, mais maintenant, il y a de nouvelles normes qui sont imposées aux organismes de coopération internationale. Particulièrement, leurs projets doivent dorénavant s'inscrire non pas dans un échange de partenariat avec les organismes avec lesquels vous travaillez sur le terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Amérique du Sud. Donc, vous développez des partenariats et vous développez des programmes de coopération qui vont répondre aux besoins de ces communautés-là. Dorénavant, les projets devront répondre au plan des gouvernements. Donc, quand on regarde certains pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, qui sont les gouvernements? On peut se poser des questions. Est-ce que les programmes de coopération vont vraiment aider, notamment, je reviens sur les grandes priorités qui étaient là, la santé des femmes, l'éducation des filles, la démocratie, les pratiques syndicales, parce qu'il y en a qui ont été financées comme ça. Donc, et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est une interférence des intérêts politiques avec les normes publiques dans l'attribution du financement. On le vit avec Mme Bevoda et on le voit de plus en plus. Ce sont des intérêts politiques. C'est une ligne idéologique qui détermine les orientations de notre coopération internationale. En environnement, c'est un bilan qui est catastrophique. Hein? On est pour une approche continentale intégrée. Donc, voilà. Inertie. Inertie vraiment du Canada quant aux enjeux environnementaux. On le voit sur la scène internationale. Un parti pris pour l'exploitation des sables bitumineux aux dépens de la protection de l'environnement. Et comme je vous disais tout à l'heure, des sables bitumineux qualifiés par notre nouveau ministre de l'Environnement de gaz éthique. Diminution des objectifs canadiens de réduction de gaz à effet de serre. Nous devions atteindre une réduction de 20 %. Là, on est à peine, peut-être 17 %, voire même 15 % et d'ici 2020. Donc, pour l'avenir de la planète, disons que ce n'est pas le gouvernement Harper qui met ces propositions-là de l'avant. Et tractation diplomatique pour bloquer toutes les négociations, les négociations climatiques. Alors, encore là, ce n'est pas pour rien qu'un récent rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a placé le Canada au 29e rang sur 33 pays pour la création de mesures incitatives visant à réduire la pollution et à protéger l'environnement. Alors, on est loin de la période où le Canada était un leader en matière d'environnement. On est rendu, encore une fois, en queue de peloton. Des reculs importants pour les femmes. Hein? Les femmes sont des personnes. C'est là, c'est supposé, c'est même devant la Chambre des communes, ce bronze-là. Pourtant, il y a eu au moins 4 projets de loi qui visaient à remettre en question le libre choix
des femmes en matière d'avortement. 43% du budget du fonctionnement de Conditions féminines Canada, qui est l'équivalent du Conseil du statut de la femme, a été coupé. Donc, les groupes de femmes sont de moins en moins financés au Canada. Mais ce qui est là encore le plus odieux, c'est qu'on nie dorénavant au gouvernement fédéral le droit des femmes à l'équité salariale. On a passé une loi qui oblige les femmes maintenant à présenter leurs plaintes seules et sans le soutien de leurs syndicats pour pouvoir faire valoir leur droit à l'équité salariale et impose une amende de 50 000 $ aux syndicats qui encouragerait ou aiderait leurs membres à déposer une plainte en matière d'équité salariale devant la Commission canadienne des droits de la personne. C'est allé très loin. Quand M. le Président faisait un lien entre les attaques aux droits syndicaux dans certains États américains et dans plusieurs, et nous, bien ça, voilà un exemple des attaques aux droits syndicaux. Un gouvernement homophobe, la question se pose. Elle se pose vraiment parce que là aussi, constamment, c'est la remise en question du mariage entre conjoints de même sexe, restriction de l'immigration aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, refus d'inclure cette nouvelle notion d'identité de genre dans la Charte canadienne et la suppression du financement des organismes et financement du LGBT. Les droits des peuples autochtones, quels droits? Ce qu'on observe, c'est un sous-financement chronique de l'éducation dans les communautés non conventionnées sous juridiction fédérale, et ça depuis 1996. Les programmes, l'éducation dans les écoles sous juridiction fédérale n'ont pas été, le budget de l'éducation n'a pas été indexé. Restriction financière au programme Sœurs par l'Esprit, et c'est très important, c'était un programme qui visait à contrer les disparitions et les assassinats des femmes autochtones. Bien, des restrictions très importantes qui visent notamment leur capacité de mobilisation et d'enquête, et a été évidemment l'avant-dernier pays à signer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Est-ce qu'on peut s'offrir le risque d'un retour à un gouvernement conservateur sur la base des valeurs qu'on défend et du projet de société auquel nous aspirons? Nous invitons nos membres à se mobiliser afin de faire barrage à un parti qui n'a eu de cesse de modifier substantiellement le paysage politique canadien en bafouant régulièrement les droits et la démocratie. Merci.